Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 16 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les cours seront suspendus sur l'ensemble du territoire national à partir de demain 17 décembre 2020 du fait du retour de la pandémie du coronavirus au Niger. L'annonce a été faite lors du récent conseil des ministres par le gouvernement. Une décision qui a suscité des réactions des parents d'élèves que je vous propose de suivre. Vraiment laisser nos enfants étudier parce qu'ils ne sont pas partis en grève jusqu'à aujourd'hui. Donc l'école a commencé à marcher, au moins laisser-les étudier. Parce que moi, au niveau de mon établissement où je suis parent d'élèves, là vraiment, là-bas, tout le monde va à l'école, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut même des cours de rattrapage pour les enfants. Et il y a les meetings aussi qui se passent. Les partis politiques sont là, ils sont en train de faire des meetings. D'abord, il n'y a pas de cagoule, ils n'ont rien, ils font les meetings et ils s'embrassent même. Tu vois, parce qu'ils sont très contents, entre eux, ils s'accolent à la collade, il y a tout. Tu vois ce que ça fait? Alors que l'école, c'est juste un temps. Le temps même est calculé. C'est 2 heures de cours, 1 heure de cours, 3 heures de cours, et puis, tu vois, et ils quittent. Ce que je propose vraiment, ils n'ont qu'à laisser les élèves, les enfants, étudier et de penser éventuellement ce qu'il faut faire aux enfants. Soit amener les bavettes à tout le monde, amener des récipients pour qu'ils lavent les mains, et après des gels. Et c'est fini. Donc là, vraiment, il n'y a pas de problème. Là, l'État n'a qu'à prendre son responsabilité au moins. Parce qu'il y a les bavettes, il y a les gels, il y a les lavages de mains, donc c'est fini, il n'y a pas de problème. Si l'enfant veut parler, il enlève la bavette, il parle et après il remet la bavette. Et c'est tout. Et à midi, il rentre à la maison. C'est une bonne solution, à condition que les enfants puissent continuer à suivre leur formation respective depuis la maison. Via WhatsApp, par exemple, on peut créer des classes virtuelles pour assurer le suivi depuis la maison de ces différents des élèves. On peut revoir dans quelle possibilité la réouverture prochaine là, des classes en janvier, je crois, c'est ça, puisse assurer vraiment la sécurité nécessaire pour les élèves. L'école n'est pas le seul lieu, c'est vrai, mais les enfants sont des porteurs, ce qu'on appelle des porteurs sains, en tout cas d'après ce que j'ai comme information, c'est des porteurs sains. Donc ces enfants-là, ils peuvent avoir la maladie, mais ils ne savent même pas qu'ils ont la maladie. Donc ils peuvent facilement transmettre la maladie, sans pour autant le savoir. Donc c'est pour ça que ce canal-là doit être vraiment maîtrisé le plus tôt possible. Le respect des gestes barrières dans les écoles, c'est très difficile. Même pour les adultes, c'est difficile. En plus, ils ont des enfants qui passent tout leur temps à jouer ensemble, à s'échanger des effets scolaires, voilà, sans pour autant savoir. Un enfant, tu lui dis quelque chose, dans les 30 minutes qui suivent, il fait autre chose. Donc c'est très compliqué de respecter les gestes barrières. En tout cas, moi je pense, à mon avis, voilà, il faut penser aussi au nouveau vaccin là, qui a été trouvé, qui a été découvert. Il faut penser à effectuer en tout cas une vaccination de masse. Bon, le 17, ils veulent fermer les écoles. Ce n'est pas pour l'intérêt des enfants, c'est pour leur propre intérêt. Il y a les rassemblements, les partis politiques, on ne les empêche pas de se réunir, mais c'est les enfants qu'on empêche d'aller étudier. Déjà, ils sont en retard. On ne comprend pas comment on va dire déjà le 17, les écoles seront fermées. Donc vraiment, en tant que parent d'élèves, je regrette. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Déjà, les gestes barrières sont déjà respectés dans tous les établissements. On a amené l'eau, on nous dit que nos enfants ne vont pas à l'école sans les bavettes. On achète chaque semaine 2, 3, 4 bavettes pour donner à nos enfants. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Un autre secteur qui sera aussi concerné par les mesures annoncées par le gouvernement contre la propagation du coronavirus au Niger, c'est le secteur de l'hôtelier, avec notamment l'annonce des suspensions des séminaires et des ateliers. Une décision qui n'est pas sans conséquence sur les activités selon les acteurs. Reportage Ismaël Moumouni, Ibrahim Aboudou. Interdiction des ateliers et séminaires compte tenu de la recrudescence du coronavirus, telle est la décision du gouvernement. Décision à laquelle s'inclinent les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Néanmoins, cela leur cause beaucoup de préjudice. L'arrêt de l'organisation des ateliers et séminaires, c'est vraiment un manque à gagner pour notre secteur. D'autant que vous le savez déjà, depuis les dernières mesures prises par le gouvernement, nous avons un certain nombre de nos personnels qui sont en chômage. Je peux même me hasarder à dire le nombre, 14 000
postes d'emploi qui sont en chômage technique. Et pendant la période aussi où nous avons observé la décision pendant les 3 mois, nous avons eu un manque à gagner dans le secteur qui se chiffre à peu près à 11 milliards. Vous voyez donc aujourd'hui si cette décision encore tombe et que les conséquences vraiment on ne peut pas les décrire, mais nous pensons qu'il y aura des établissements qui vont à la fermeture définitive de leurs. En lieu et place des mesures d'accompagnement, c'est un crédit que le gouvernement a octroyé au secteur dans ce même cadre, antérieurement. On nous a dit qu'il y aura un accompagnement, mais l'accompagnement, ça s'est avéré que c'était un crédit. Et donc, la plupart de nos militants ont décliné l'offre parce qu'on charge. Donc là, vraiment, nous avons des engagés à prendre des crédits. Le taux d'intérêt est faible, mais nous avons décliné l'offre. Nous avons déjà fait une proposition au gouvernement dans le cadre d'un comité qui a été mis en place pour dire aux responsables, à nos partenaires, vraiment, nous, ce que nous voulons, que l'État nigérien n'a qu'à prendre l'exemple comme les autres États voisins où une partie des charges de fonctionnement de ces appartements ont été pris à la hauteur de 60% à 70%. Donc là, ça va nous permettre vraiment de maintenir la stabilité de notre secteur et de garder nos emplois. Pour rappel, c'est pour la deuxième fois dans la même année que le gouvernement a interdit les ateliers et séminaires à cause de la pandémie du coronavirus. Plusieurs candidats à la présidentielle du 27 décembre prochain ont saisi la Cour constitutionnelle relativement à la nationalité du candidat du PNDS Tareya Mohamed Bazoum qui fait toujours polémique au Niger. À 11 jours de la présidentielle, le sujet est toujours sur toutes les lèvres. Réaction de quelques citoyens. Aujourd'hui, il est cas de M. Bazoum, dont sa nationalité est contestée par plusieurs politiciens et qu'il s'avère que certains palais de justice, notamment le palais de justice de Difa, s'est avéré incompétent pour donner raison à aucune partie. Nous, en tant que Nigériens, en tant que jeunes soucieux de ce pays, nous sommes là pour souhaiter à ce pays d'avoir un président à sa taille qui peut relever le défi. Et cette nationalité contestée, nous demandons d'ailleurs à la Cour constitutionnelle et à la justice compétente de pouvoir bien éclairer les Nigériens à cet effet pour que la paix ne soit pas perturbée dans ce pays. Les autres candidats ont commencé à faire ces débats par rapport à la question de la nationalité de Bazoum jusqu'à saisir la Cour constitutionnelle qui est chargée à la matière. Le candidat en question, je l'ai écouté par rapport à la justification qu'il a, ou disons la tentative de justification qu'il a voulu faire. Mais j'ai constaté qu'il n'y a rien de juridique, il n'y a rien de droit, il n'y a rien de preuve palpable dans ce qu'il dit. Or, je crois que je suis nigérien d'origine, n'a pas besoin de tâtonner. Aujourd'hui, ce qu'il a eu à faire, aller jusqu'à brandir 2 actes de nationalité, de numéros différents, et amener un 3e acte de nationalité, je crois que nous sommes maintenant, au lieu d'une nationalité contestée, nous sommes même en ce qu'on appelle en droit, en faux et usage de faux. Un pays dans lequel les jurisprudences ne sont plus référentielles, on ne parle pas d'évolution du droit. Donc c'est de ça que j'aimerais parler. Et ils devront se comprendre entre eux. Savoir qui est présidentiable, qui n'est pas présidentiable et laisser notre pays en paix. Parce que c'est un pays déjà fragilisé par 3 problèmes majeurs. Le problème sanitaire, le problème sécuritaire et le problème éducatif. Au Niger très particulièrement, on nous traite de beaux parleurs. Mais cela n'empêche pas, quand un Nigérien dit quelque chose, s'il y avait eu à peu près 1 à 2, voire 3 Nigériens qui parlent sur une affaire, ce qui veut dire que cette affaire-là, il faut avoir à un certain niveau de degré que cette question-là, c'est une question très primordiale. Ce n'est pas à contester. Nous n'avons pas tellement à contester, mais ce que nous avons à dire, c'est que nous avons une nation et cette nation-là est régie par des règles fondamentales. Et que je crois bien dans les dispositions de cette nation, il y a un certain nombre de lois qui sont là, qui ont fait très par rapport, n'est-ce pas, à l'éligibilité. Et dans l'éligibilité là,
il y a effectivement un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Et si Bazoum remplissait ces conditions, il n'y a aucun problème, il est un Nigérien au même pied que tout le monde. Alors il a le droit de se présenter. Mais si il n'est pas, n'est-ce pas, conforme à ces conditions-là, là c'est autre chose. Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020-2021 au Niger, le studio Kalangou continue toujours à donner la parole aux différents candidats pour exposer leur programme. Aujourd'hui, c'est le candidat de l'Union des forces populaires pour la démocratie et le progrès, UDFP Sawaba, qui est à l'honneur. Je propose de suivre Jibril Baré-Menesara. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2020-2021 au Niger sous la bannière de l'UDFP Sawaba. Alors, première question, pourquoi êtes-vous candidat? J'ai pour ambition donc d'apporter ma contribution pour la gouvernance de ce pays qui est le nôtre. Et surtout que moi-même, j'ai eu à servir l'État dans des positions différentes. D'abord à la fonction publique, ensuite à la Banque centrale où j'ai passé une trentaine d'années. J'ai été conseiller entre-temps d'un président et donc tout naturellement en tant qu'économiste. L'économie, vous savez ce que c'est, disons, l'amélioration des conditions, l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors, quels sont les principaux axes de votre programme politique? Les axes d'un pays comme le Niger, très étendu, 1 267 000 km², avec une population jeune, plus de 80% de la population à moins de 30 ans. Et si vous allez sur les 15 ans, vous avez déjà 55% qui ont moins de 15 ans. Vous vous rendez compte du succès. Il y a des défis, 21 millions d'habitants. Ensoleillé 365 jours sur 365, avec toutes les richesses que vous pouvez imaginer, de l'uranium, de l'or, du pétrole, de l'étain, du phosphate, du charbon. Et avec tout il y a l'eau, le fleuve, et tout ce qui s'ensuit. Il y a le sable. Le sable, même, c'est une richesse. On fait des verres avec. Vous avez tout au Niger pour être riche, mais on est le pays le plus pauvre du monde. Ma première priorité, c'est l'éducation. Pas telle qu'elle se pratique. Et vous savez bien ce qui se passe ici. Nous sommes derniers du monde. Parce que malgré tous les moyens qu'on met, eh bien, disons qu'on ne sait pas si les moyens vont. Et je crois que ça ne va pas, puisque la Banque mondiale a bien dit qu'il y a trop de pertes, pour ne pas dire plus. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Moi, je ne cherche pas à faire la différence. J'estime que tout celui quiconque veut être candidat, il a un programme à donner. Je ne peux pas vous répondre. C'est vous qui devez donc savoir qui est différent de qui. Qu'allez-vous faire pour la liberté de la presse? Donc la première chose à faire, étant donné que la démocratie, c'est d'abord la liberté de la presse, la liberté de s'exprimer. Et donc je viens de vous répondre, c'est la liberté absolue parce qu'on n'a rien à cacher. En tant que candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous réservez pour la jeunesse? La première priorité pour moi, c'est la jeunesse, l'éducation, la santé, le sport. Je prends l'engagement ici de laisser les 3/4 de mon salaire pour la formation des jeunes, accorder des bourses, puisque à l'heure actuelle, je n'ai pas grand besoin du salaire du président de la République. Ma retraite de la Banque centrale me suffit pour vivre. Politique toujours, c'est pour parler de cette double cérémonie aujourd'hui au siège du mouvement patriotique pour la République MPR et Jamhouria. La première cérémonie, c'était la signature d'un protocole d'accord entre ces partis et plusieurs autres partis alliés qui ont décidé de soutenir la candidature du président de ce parti, Albadé Abouba, candidat à la présidentielle du 27 décembre prochaine. Et la seconde activité, c'est l'adhésion de Force Niger Zarumchi de Salim Zangina à la coalition pour Albadé. Le point avec Adam Soumana et Chebou Guissou. Politique soutenant la candidature de Albadé Abouba au présidentiel du 27 décembre prochain se retrouvent ainsi autour de leurs candidats pour une analyse approfondie de leur partenariat.
Une rencontre du bureau politique national du MPR Jamhouria avec ses alliés qui vise à mieux coordonner leurs actions en vue d'une victoire éclatante aux prochaines présidentielles. Nous, leaders des partis politiques alliés, ci-après désignés signataires du présent protocole, convenons de ce qui suit. Résolus à contribuer à la consolidation des acquis de la République, de l'indépendance nationale et à l'émergence d'un État de droit, réaffirmant notre attachement au principe de la démocratie pluraliste, l'alternance démocratique, exprimant notre volonté de coopérer dans l'amitié, l'égalité, la solidarité, le respect mutuel entre eux, et d'une part, et avec tous les partis politiques partageant les mêmes valeurs d'autre part. Nous nous engageons à collaborer dans la confiance mutuelle et la solidarité en vue de bâtir un projet de société commun. Dans le cadre du présent accord, les partis politiques signataires s'engagent à soutenir la candidature de son Excellence M. Albadé Abouba dès le premier tour des élections présidentielles de décembre 2020 et à l'accompagner dans la mise en œuvre de son programme politique. S'engage à soutenir les listes MPR Jamhouria aux élections législatives dans toutes les circonscriptions dans lesquelles ils ne sont pas en compétition. Diriger ensemble les organes exécutifs des communes, villes et ou régions. Coopérer intégralement dans les conseils municipaux, régionaux et ou de villes. Constituer un groupe parlementaire avec l'ensemble de leurs élus respectifs et de l'ouvrir éventuellement aux députés d'autres partis politiques qui le souhaitent. Repartir les responsabilités et postes attribués au groupe parlementaire ainsi constitués proportionnellement à la représentativité de chaque parti. Les partis politiques signataires s'engagent également à se concerter en vue d'harmoniser leur position sur toutes les questions qui intéressent la vie de la nation. Occasion pour une formation de la place de faire également son entrée dans cette alliance de soutien à Albadé Abouba. Il s'agit de Force Niger Zagoranchi de Salim Zangina. Cet événement est d'autant plus marquant pour nous qu'il s'agit de la première alliance que notre parti contracte et nous signons ce protocole en sachant que c'est une alliance avec le MPR Jamhouria, une alliance de vision, une alliance de conviction et une alliance également de principe. Fort du soutien dont il ne cesse de bénéficier au jour le jour, le candidat Albadé Abouba a bien voulu rassurer les uns et les autres à œuvrer pour l'atteinte de leurs objectifs communs. Nous prions Dieu de nous ouvrir la meilleure voie afin que l'espoir de chacun soit atteint, que l'objectif soit atteint, l'objectif commun s'entend, la conquête du pouvoir, mais surtout que nous puissions ensemble bâtir un projet de société qui transcende tous les clivages et toutes les discriminations et qui puisse asseoir désormais les bases véritablement d'un développement durable de notre pays, dans l'unité, dans la cohésion et surtout dans la souveraineté nationale. Le leader du mouvement patriotique pour la République, candidat aux élections présidentielles 2020-2021, n'a surtout pas manqué de saluer le bureau politique national de Force Niger Zagoranchi pour avoir porté leur choix sur sa personne pour la compétition à la magistrature suprême du pays. Le candidat du FAN Niger Kamakanka Ismaël Oumarou Ide était lui hier nuit l'hôte des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey dans le cadre de leur émission intitulée Face à la jeunesse. Il s'est agi pour le candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain de présenter son programme aux étudiants. Reportage Adam Soumana. Répondre aux préoccupations du monde estudiantin nigérien, c'est le souci ayant conduit le président candidat du Fonds d'action pour un Niger nouveau à la place AB en cette soirée du 15 décembre 2020. Ainsi, le jeune candidat Ismaël Oumarou Ide a de prime abord présenté à l'assistance son programme. Notre programme est né d'une vision
celle de sortir notre pays de la situation délétère qu'il vit depuis sa création. C'est une vision de rupture traduite à travers les 4 points suivants. Ce qui vit notre pays, où je ferai un diagnostic lapidaire de la situation actuelle, ce que mérite notre pays, où je soulignerai les aspirations légitimes de nos voyantes populations, ce que je veux pour notre pays, où je vais tracer les éléments déterminants de ma vision. Ce que je ferai aussi pour le pays, où je présente une synthèse du programme, mais aussi de nos projets intitulés « Nos projets phares ». Les étudiants, pour leur part, n'ont pas dérogé à la règle en posant des questions les unes plus importantes que les autres, notamment sur le plan sécuritaire, la situation de la jeunesse, du genre et la situation de l'école nigérienne. Des questions auxquelles le candidat de FAN Niger Kamakanka a apporté des réponses claires et précises. Vraiment, ça fait mal au cœur de revenir au Niger, voir le pays le plus apaisé, le plus sécurisé, devenir un centre de fléaux d'insécurité. Donc, à mon avis, ce qu'on doit faire, on a commis une grave erreur, nos dirigeants ont commis une très très grave erreur en sous-traitant notre sécurité à des forces extérieures. Et la première des choses qu'on doit faire, si Dieu nous le permet, c'est de retirer ou bien de réclamer la reprise de notre souveraineté immédiate, prendre notre destin à notre propre main, c'est qui est aussi notre slogan. Mettons l'argent, mettons les moyens et créons les conditions pour mettre les jeunes au travail. Pas juste dans l'éducation, mais dans tous les secteurs. Puisque tant que ce n'est pas fait, ça va jouer sur l'insécurité. Déjà, donc, vous avez évoqué, ça va jouer sur la pauvreté. Donc, il n'y a pas, à mon avis, 25% ne sera pas suffisant, puisqu'il faut aller au-delà. Au-delà, puisque on est en train de dépenser 17%, je pense bien, sur l'insécurité déjà. Donc imaginez si on avait investi 30% dès au départ sur l'éducation ou bien les ressources humaines, on n'aura pas ce fléau aujourd'hui. Cette séance de face à la jeunesse a permis à bon nombre d'étudiants de mieux appréhender la vision de FAN Niger Kamakanka pour un Niger nouveau et émergent, porté par son candidat Ismaël Oumarou Idé. Merci Adamou Ousmana. Place à présent à la chronique judiciaire. Cette semaine, nous nous sommes intéressés sur le thème droits et devoirs des citoyens en période électorale. Un thème qui sera développé par Alfred Emmanuel, le juriste également président du Razapras. Très bonne réception. Je voudrais d'abord commencer à définir le droit de vote. Alors, le droit de vote ou droit de suffrage est le droit qui est accordé à un citoyen d'un État pour lui permettre de voter, c'est-à-dire exprimer sa volonté lors d'un scrutin. Il faudrait que ce droit implique, d'une part, le droit d'élire ses représentants ou ses gouvernants, et d'autre part, le droit de répondre à une question posée lors d'un plébiscite ou d'un référendum. On a vu plusieurs cas, ou bien plusieurs exemples, dans lesquels les populations ont eu l'occasion ou ont eu le privilège de se prononcer sur des questions liées à la vie de la nation. Donc, le référendum, c'est cette question qui permet aux gouvernants de demander l'avis du peuple sur une question bien déterminée. Et le vote, là également, c'est ce droit-là qui leur permet de pouvoir choisir librement leurs représentants ou leurs gouvernants. Alors, au Niger, ces droits sont garantis par un certain nombre de textes
parmi lesquels on peut citer, premièrement, la Constitution du Niger du 25 novembre 2010, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le Pacte international sur les droits civils et politiques. Ce sont là autant de textes qui reconnaissent ou qui garantissent aux citoyens le libre exercice de ce droit. Le droit de vote est accompagné du droit d'éligibilité. C'est deux notions que nous pouvons lier. D'une part, la possibilité pour le citoyen de choisir ses représentants et de l'autre part, la possibilité pour le citoyen d'être soi-même élu. Et je crois que vous pouvez constater de vous-même, avec l'ouverture de la campagne, il y a plusieurs candidats qui se sont annoncés et qui actuellement sont en train de battre campagne. Ce sont des citoyens auxquels les textes ont reconnu la possibilité de se porter candidat et qui l'ont fait et qui sont en train de battre campagne aujourd'hui. Donc, c'est la possibilité, c'est ce droit-là qui leur est reconnu de par les textes de se porter candidat, de participer aux affaires de la nation. Et de l'autre côté, les autres citoyens auxquels également les textes nationaux et internationaux ont reconnu la possibilité d'aller par la voie des urnes et choisir leurs représentants. Ce faisant, ils exercent leurs droits civiques, leurs droits civils et politiques, le droit de participation à la vie de la nation. Alors, les droits du citoyen en période électorale incluent, comme je l'ai dit, ce droit de participation à la vie de la nation et le droit de vote. Quand on considère les articles 3 et 4 de la Constitution nigérienne, l'article 3 dispose que la République du Niger est un État unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique et sociale. Ses principes fondamentaux sont le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Là, nous voyons le pouvoir que la loi fondamentale, qui est la Constitution, reconnaît au peuple, lui reconnaît la possibilité, ou bien lui reconnaît, oui, son droit de détenir le pouvoir. Donc le pouvoir, il est concentré entre les mains du peuple. Et pendant cette électorale, c'est ce peuple qui est détenteur du pouvoir et qui est appelé à donner ce pouvoir-là à des représentants élus. C'est pour dire désormais, nous sommes nombreux. Nous ne pouvons pas tous siéger au Parlement. Nous ne pouvons pas tous exercer la souveraineté. Alors, nous choisissons des représentants tels que définis par les textes et c'est à ces représentants que nous donnons ce pouvoir afin qu'ils nous dirigent. Et de l'autre côté, l'article 4, toujours de la Constitution nigérienne, dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, nous voyons toujours le peuple souverain. Et la ferveur actuelle que nous voyons démontre toute la quintessence de cette question, puisque le peuple souverain est en train de se mobiliser afin d'exercer cette souveraineté par la voie des urnes à travers le choix de ses représentants. Maintenant, avant le vote, pendant le vote et après les votes, il y a un certain nombre de droits, il y a un certain nombre de devoirs qui incombent aux citoyens. Et je voudrais préciser cette notion de citoyenneté. Le citoyen, c'est cet individu qui est rattaché à un État par le lien de la nationalité. Vous avez au Niger, par exemple, beaucoup de ressortissants des autres pays qui vivent au Niger. Mais est-ce que ces représentants ou bien ces citoyens des autres pays vivant au Niger, qui est une terre d'accueil, peuvent participer à cette échéance électorale? La question, ou bien la réponse, elle est non. Parce que ces citoyens des autres pays au Niger ne sont pas reliés, ou bien ne sont pas liés juridiquement à l'État du Niger par le lien de la nationalité. Récemment, si vous avez suivi l'actualité, le peuple frère du Burkina Faso a élu ses représentants, ainsi que ils ont élu leur président, n'est-ce pas? Alors, ces ressortissants burkinabés vivant au Niger ont certainement voté au niveau des représentations diplomatiques au Niger. Là, vous voyez que c'est un droit qui est lié ou bien qui est reconnu aux citoyens
liés à l'État par le lien de la nationalité. Certainement, les citoyens nigériens vivant à l'extérieur également, dans les pays, les différents pays d'accueil seront amenés à exercer ce droit également au niveau des représentations consulaires diplomatiques du Niger. Ouais. Donc, c'est une question extrêmement importante. Les citoyens des autres nationalités vivant au Niger sont limités ou ne peuvent pas. Peut-être l'histoire où avec le temps, on assistera à une certaine intégration régionale ou sous-régionale qui permettra aux pays africains ou bien aux différentes régions du monde de pouvoir uniformiser leur législation ou bien de faire tomber les barrières qui empêchent aux autres ressortissants de voter. Jusque-là, on a vu une certaine harmonisation des droits sur certains domaines. Par exemple, quand vous prenez les droits des affaires, vous avez aujourd'hui l'OHADA qui reconnaît la libre circulation de la main-d'œuvre, la libre circulation des personnes et des biens, etc. Mais en matière électorale, s'agissant du droit de vote, jusque-là, c'est un chantier qui est en cours. Donc, avant le vote, les citoyens peuvent choisir librement leur formation politique. C'est un droit constitutionnel. Quand vous prenez le titre 10 de la Constitution du Niger, pardon, le titre 2 de cette Constitution, qui traite des droits et devoirs de la personne humaine. Ce titre garantit les droits humains, reconnaît les différentes libertés constitutionnelles aux citoyens. Donc, chaque citoyen est libre de choisir sa formation politique. Le citoyen est également libre d'exprimer ses opinions politiques dans le respect de la loi. Le citoyen est également libre de faire campagne pour son candidat ou pour soi-même lorsqu'il est électeur. Il est également libre, et encore je dirais c'est un devoir civique de se faire enrôler. Non seulement c'est un droit, mais c'est aussi un devoir pour un citoyen, parce que le citoyen doit également participer, comme nous l'avons vu, à la vie de la nation. S'intéresser à la vie de la nation, c'est également participer au vote. Alors, le citoyen a également ce devoir de retirer sa carte d'électeur. Récemment, les citoyens, et c'est en cours, ont retiré et continuent de retirer leur carte d'électeur. Donc c'est autant de choses qui montrent les devoirs auxquels les citoyens sont astreints pendant ou avant cette période électorale. Maintenant, s'agissant de la période, ou bien s'agissant même du vote, pendant le vote, le citoyen est appelé à se présenter le jour du vote au bureau de vote. Il est appelé à voter son candidat. Il est appelé également, et c'est très important, d'ailleurs, ce point intervient, c'est un point central de notre communication. Ce point intervient et avant, et pendant, et après les échéances électorales. C'est la question des discours haineux, régionalistes et ethnocentriques. Les citoyens, pendant cette période électorale, sont appelés à cultiver le sens de la responsabilité en évitant les discours haineux, tout ce qui peut embraser le pays. Nous devons avoir des élections apaisées. La paix est le bien que nous avons de plus cher et nous devons tous y travailler pour cela. Donc c'est pourquoi les citoyens sont appelés, et même les candidats, à éviter des discours haineux, à éviter des discours régionalistes. Dans l'article 4 de la Constitution que j'avais cité tantôt, il est dit que aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ou aucun individu ne peut s'attribuer la souveraineté. Donc c'est le peuple qui est souverain. Donc ici nous voyons que la Constitution, qui est la loi fondamentale, met en exergue, met en avant le peuple. Est-ce que ce peuple va se laisser entraîner dans des propos haineux, dans des propos régionalistes, ethnocentriques, alors même que la Constitution dispose qu'aucune fraction du peuple ne doit conserver la souveraineté appartient au peuple, c'est-à-dire, si vous voulez, un niveau national. Ici, la Constitution parle de la nation. Donc ici, le régionalisme n'a pas sa place, l'ethnocentrisme n'a pas sa place. Les citoyens sont également appelés à cultiver la paix. La paix, c'est important pendant cette période et même avant et après cette période électorale. Au terme de l'article 39 de la Constitution, toujours, les citoyens sont appelés
a un exercice capital, c'est le respect des biens publics. Et à cet effet, l'article 39 dispose que tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique sous peine des sanctions prévues par la loi. Le respect de la Constitution, ça c'est important. Maintenant, s'agissant des biens dont j'ai parlé tantôt, c'est l'article 41 qui dispose que les biens publics sont sacrés et inviolables. Et toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, de blanchiment d'argent ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi. C'est pour dire que souvent, les citoyens peuvent être tentés de s'en prendre au bien public pendant cette période électorale. Peut-être parce que certaines choses n'ont pas répondu à leurs aspirations, peut-être à cause d'un certain mécontentement ou bien à cause de certaines raisons qui leur sont propres, peuvent s'en prendre au bien public. La Constitution du Niger interdit de s'en prendre au bien public parce que ces biens publics sont sacrés. Et c'est pourquoi nous profitons de votre micro pour appeler au sens de responsabilité de nos concitoyens de ne pas s'en prendre au bien public. Ce sont des biens que eux-mêmes ont contribué par le paiement des impôts. Ils payent les taxes, ils payent les impôts. Et c'est avec ces frais que le gouvernement, avec ces frais que l'État finance ces infrastructures. Si les citoyens s'en prennent à ces biens, c'est comme s'ils s'en prennent à leurs propres biens. Donc c'est pourquoi nous profitons une fois de plus pour rappeler à nos concitoyens cette disposition importante au bénéfice de la nation. Les citoyens sont également appelés, au terme de l'article 28 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à un devoir important. Et à cet effet, cet article dispose que chaque individu a le devoir de respecter et considérer ses semblables, sans discrimination aucune, d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et sauvegarder et renforcer le respect et la tolérance réciproque. On peut assister dans cette ferveur des élections, pendant que toutes les passions se déchaînent, on peut assister à un déferlement de la violence. On peut assister à des propos, quand on regarde aujourd'hui certains propos de va-t-en-guerre sur les réseaux sociaux, etc. Cela n'est pas de l'intérêt de notre nation. Et cet article 28 de la Charte africaine exhorte nos concitoyens à avoir de la retenue, à avoir du respect mutuel, à considérer son semblable, à le respecter, à avoir de la tolérance réciproque. Et ce faisant, nous allons maintenir les liens de fraternité. Les uns et les autres, malgré leurs divergences, malgré leurs opinions politiques divergentes, seront appelés à se respecter, à se considérer, savoir que le champ électoral n'est pas un champ de haine, mais si vous voulez, c'est un jeu démocratique. C'est un jeu qui va passer et après c'est la nation qui demeure. Enfin, après le vote, les candidats sont appelés à accepter le verdict des urnes. C'est extrêmement important. Mais on ne peut pas confiner les candidats à accepter le verdict des urnes si toutefois ils estiment qu'ils ont également des réclamations. Mais notre appel à l'endroit des candidats, au cas où même après le vote, ils estiment qu'ils ont des réclamations, c'est de le faire ou de contester légalement. Les textes nigériens ont prévu un mécanisme de recours, ont prévu des institutions de la République compétentes pour recevoir les réclamations des candidats. Alors, ça ne sert à rien d'utiliser la voie des armes, la voie de la violence ou la voie des discours haineux et autres. Les citoyens ou bien les candidats peuvent contester, peuvent réclamer de manière légale afin de se faire entendre. Voilà ce que nous voulons dire. Mais c'est également important de noter que après le vote, les candidats sont appelés à tenir leurs engagements. C'est-à-dire à travailler pour le bien de la nation. Les candidats se sont engagés à
œuvrer dans leur programme ou dans leur programme de société, ils doivent s'y conformer au bonheur de nos populations. Voilà ce que nous pouvons dire à nos citoyens sur leurs droits et leurs devoirs avant, pendant et après les échéances électorales.